Voilà, retour de ce magazine spécial Cannes 2019 total en Égypte avec deux grands titres qui restent à développer dans la deuxième partie. Eh bien, nous allons parler du bilan des équipes qui vont se retrouver pour la troisième place ce soir. Et puis nous parlons dans la troisième partie de la finale. Nous allons vous présenter un peu la finale de ces perdants. Nos invités sont toujours là. Cette fois-ci, nous commençons par Elton Mokolo, journaliste sportif du Congo, RDC précisément. Et puis à ses côtés, Bertrand Abisonono, ancien joueur, entraîneur. Il est originaire du Cameroun. Interactivité, eh bien, on ne change pas. Toujours les pronostics continuent sur nos réseaux sociaux. Et puis le Facebook, je vous rappelle que c'est Africa24 et le Twitter avec le hashtag Africa24. Analyse encore des matchs. Et parlons donc de bilan avec les équipes qui ont été vaincues lors de ces demi-finales. D'abord, la Tunisie, Corinne Kamse-Feyem. L'aventure s'est arrêtée pour les Aigles de Carthage ce 14 juillet face aux Lions de la Teranga au stade du 30 juin. Fin logique pour une équipe de Tunisie qui a eu du mal à convaincre depuis le début de la compétition. Logés dans le groupe E avec le Mali, l'Angola et la Mauritanie, les Aigles de Carthage n'ont récolté que des matchs nuls, se propulsant en huitième de finale avec 3 points, 3 buts marqués et 3 encaissés. En huitième de finale, la sélection tunisienne rencontre les Black Stars du Ghana qui lui opposent une farouche résistance et se résignent à lui donner la victoire lors d'une séance de tir au but. C'est contre les Barrières de Madagascar que les Aigles vont voler haut. Ils s'imposent 3-0 et donnent aux fans et supporters des raisons d'espérer. Malheureusement, même s'ils n'ont pas démérité, les poulains d'Alain Giresse n'ont pas réussi à concrétiser les occasions enregistrées durant cette rencontre. Fin de parcours donc pour la Tunisie qui participait pour la 18e fois à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, son unique trophée remontant à 2004. Donc j'ai bien aimé lorsque Corinne nous disait que devant Madagascar, les Aigles ont volé un peu plus haut, ont pris de la hauteur. Et ça c'est vrai, hein. Devant Madagascar, on ne s'attendait pas, on croyait que Madagascar allait broyer les Tunisiens et finalement ça n'a pas été le cas. C'est vrai que Madagascar était dans la continuité de ce qu'ils avaient fait face à la République démocratique du Congo. Ils étaient portés par cette euphorie, ils étaient portés par le fait qu'ils avaient terminé premiers de leur poule. Et on aurait pu penser que face à une Tunisie qui n'avait toujours pas remporté de match dans cette CAN, Madagascar serait un peu mieux. Et force est de constater que la Tunisie a produit son meilleur football au meilleur des moments. Et donc c'est en ça que ça a été un peu une surprise. Oui. Alors Bertrand, un bilan plus que positif. Corinne nous parlait de 3 buts, mais c'est sur l'ensemble des matchs. Mais en match de groupe, 3 nuls, 2 buts marqués et 2 buts encaissés. Le bilan est plus qu'honorable pour la fédération et pour l'entraîneur. Oui, c'est plus qu'honorable. Je crois qu'en totalité, ils ont marqué 6 buts, ils en ont encaissé 3, sans compter la séance des tirs au but. Maintenant, c'est plus qu'honorable. Il faut voir maintenant l'adversité qu'il y avait en face. En dehors du Ghana, au match en huitième de finale. Je pense que Madagascar a été rattrapé par le niveau. Il faut quand même dire que c'était une surprise. Et plus la compétition avançait, je savais qu'à un moment donné, ça va lâcher. Ça a lâché contre la Tunisie qui a marqué 3 buts. Maintenant, pour Giresse, qui est arrivé sur la pointe des pieds il y a quelques mois du début de la CAN, c'est un bilan positif. Oui, et puis ensuite une victoire inespérée, 8e face au Ghana sur pénalty. Vous l'avez dit Bertrand, la Tunisie qui écrase Madagascar en quart de finale. Et puis 1-0, donc défaite, je le rappelle, contre l'équipe du Sénégal. On s'y perd quelquefois dans tous ces résultats. Alors, petite précision, il n'y a pas eu d'erreur, hein. Il n'y a pas eu de problème. On est bien d'accord. Hein. Non, oui, ça va. Parce que je voyais que vous me regardiez. Non, ça va. Alors, la demi-finale entre Sénégal et la Tunisie qui s'est terminée par une bagarre entre journalistes, entre confrères. Que pensez-vous de ça? La CAN génère beaucoup d'émotions, que ce soit positives ou négatives. On est sur une demi-finale et force est de constater, moi je pense que ça devrait que se cantonner au niveau du terrain. Je veux dire, par là, ce sont les principaux protagonistes. Et les journalistes, ils sont dans une logique de recul, dans une logique d'analyse. Je pense que s'il y a eu bagarre, il y a certainement des agressés. Oui, et exactement. Quels ont été les agressés? Parce que les journalistes tunisiens, semble-t-il,
avait vu une main d'Idrissa Gueye et les Sénégalais, bien sûr, ils disaient le contraire. Et finalement, eh bien... Oui, c'est en ce sens que je dis ça, savoir que les journalistes, ils ont quand même un devoir de réserve, ils ont un devoir de recul, parce que déjà, ils ne sont pas sur le terrain, donc ils n'ont pas à être portés par des émotions si disproportionnées. Ils auraient dû avoir un certain recul et ne pas se livrer à un pugilat dans une tribune de presse. Ça donne une mauvaise image de la profession, déjà. Bertrand, vous avez vu les images, vous étiez au courant? J'ai vu quelques images, je suis au courant, mais après je dis c'est déplorable, hein, c'est déplorable de voir tout ça. Mais maintenant, il y a les Tunisiens qui voient la main, les Sénégalais qui ne voient pas la main, il y a un arbitre qui décide. L'arbitre a décidé qu'il n'y a pas de main, même si moi aussi j'ai vu la main. Après, je ne suis pas arbitre. Beaucoup de téléspectateurs, hein, voilà. le ralenti, il y avait bien... On le sait bien, il y a eu main. Maintenant, l'arbitre qui décide. Voilà, l'arbitre prend la décision, il faut prendre du recul, il faut se dire, voilà, c'est décidé, il y a quelqu'un qui est là pour ça. Il décide, et je ne pense pas que l'arbitre le fait parce qu'il n'aime pas les Tunisiens. Non, il a décidé parce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas pour lui lieu de mettre penalty. Maintenant, les journalistes, franchement, pour moi, c'est déplorable. C'est ça, parce qu'on a vu, il faut le souligner, il y a une très bonne tenue au niveau des supporters, à savoir qu'il n'y a pas eu quelque chose à déplorer, il n'y a pas eu d'affrontement. Et c'est quand même les journalistes qui arrivent à se signaler pour la plus mauvaise des raisons. Et ça, c'est déplorable. Ouais. Nous allons faire un autre bilan, c'est-à-dire avec l'autre finaliste pour la 3e place de ce soir. Il s'agit du Nigeria. Voyez ce sujet de la rédaction. 15 fois en 18 participations dans son histoire, le Nigeria a atteint les demi-finales d'une Coupe d'Afrique des Nations avec 8 qualifications pour une finale et 7 défaites enregistrées. Éliminés durant les arrêts de jeu face au Fennec d'Algérie, les Super Eagles vont pour la 8e fois participer au match de la 3e place. Invaincus lors des 7 dernières rencontres du genre, les Nigérians font partie des sélections les plus constantes en phase finale de Coupe d'Afrique. Lors de cette 32e édition de CAN, John Obi Mikel et ses coéquipiers ont inscrit 8 buts et encaissé 7. En 4 victoires face au Burundi, la Guinée, le Cameroun tenant en titre et l'Afrique du Sud, et 2 défaites concédées face à Madagascar et l'Algérie. Elton, vous écoutiez avec attention ce sujet. 3 matchs, 2 victoires en phase de groupe, avec cette fameuse défaite contre Madagascar. Mais il faut dire aussi que Gernot Rohr n'avait pas aligné ses meilleurs joueurs. Il avait mis en réserve pour... Oui, parce qu'ils étaient déjà qualifiés, ça, ils avaient déjà fait le travail. Après, ça les a quand même amenés vers la partie de tableau la plus dure, mais ils s'en sont sortis de manière honorable puisqu'ils sont arrivés en demi-finale. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que ça avait été insuffisant le match face à l'Algérie, mais il ne faut pas non plus oublier que ils sont arrivés quand même en demi-finale, donc en soi, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il y a une formation qui est rajeunie. On a vu des joueurs qui se sont plutôt bien distingués tout au long de la compétition, faire référence à Ekong, Ndidi et Chukwueze aussi par intermittence. Donc il y a de l'avenir et donc ça peut montrer quelque chose de très intéressant dans la perspective de la CAN au Cameroun. Oui, ça tombe bien. Justement, je saisis la balle au bon parce que justement, Gernot Rohr qui avait aligné quasiment ses meilleurs éléments. Elton vient de citer quelques noms. Il y a Igalo, Irobi, Moussa, qu'on n'a pas beaucoup vu, c'est ce que disait Elton. Mais malgré ces joueurs de qualité, le Nigeria n'arrive pas à gagner. Il y a un problème quelque part, ou bien c'est la fatigue peut-être aussi, non? Peut-être c'est la fatigue, mais... Ils ont intérêt à gagner ce soir, Bertrand? Pour un succès total, oui, le moi, Nigeria? Oui, ils vont gagner ce soir. Ils vont gagner ce soir? Ils vont gagner ce soir, le Nigeria. Moi, je suis convaincu qu'ils vont gagner ce soir. Après, je ne suis pas sur le terrain. Mais au vu de ce qu'ils ont montré tout au long de la compétition par rapport à la Tunisie, et vu aussi, là, j'ai suivi dans le reportage, et même si j'avais déjà une idée, ils ont gagné 7 fois la 3e place. À chaque fois qu'ils sont passés pour la 3e place, ils ont gagné. C'est une expérience. La Tunisie, ils ont gagné la Coupe d'Afrique, je crois, en 84 chez eux, plus rien. En 2004. En 2004. Donc voilà, pour moi, je pense qu'ils ont une vraie expérience, même s'ils sont jeunes. Aujourd'hui, pour prendre cette 3e place, c'est toujours mieux de rentrer avec une victoire à domicile, c'est-à-dire la 3e place, que de finir 4e. Ça sera un vrai match. Maintenant, le Nigeria peut se plaindre. Ils peuvent dire quoi? Pour moi, Gernot, il pense déjà à 2021. Il n'était pas à l'édition 2017. Il n'était pas qualifié. Là, il arrive, il va finir peut-être 3e, voire 4e. Avec ces jeunes-là, moi j'ai vu qu'il a mis Obi Mikel sur le banc. Ça veut dire pour lui, il pense déjà à 2021. Ces jeunes-là qui joueront. Et ils seront très très dangereux en 2021. Vous voyez déjà le Nigeria au mondial
au Qatar? C'est une équipe potentiellement qualifiable? Oui, c'est une équipe potentiellement qualifiable pour tout ce qu'on a évoqué, à savoir que c'est une grande nation du football africain. Ils ont des joueurs de qualité qui sont relativement jeunes et qui ne demandent qu'à grandir. Et en ça, comme l'a dit Bertrand, ça a été très intéressant de voir que Mikel, après le match face au Burundi, il est sorti de la circulation, à savoir que Gernot Rohr a tranché. C'est quelque chose qui n'est pas banal pour un sélectionneur, c'est-à-dire de se passer de son capitaine et de dire que maintenant, tu n'incarnes plus le présent ni l'avenir. Et ça, il y a quand même des points positifs parce que les jeunes, à l'image d'Iwobi, Chukwueze, auraient très bien pu être rattrapés par la pression. Ouais. Il n'en a rien été. Ils sont allés loin jusqu'en demi-finale où ils sortent face à peut-être le champion d'Afrique. Donc en soi, c'est pas infamant. Et puis ce qu'il faudrait que les téléspectateurs sachent, c'est que j'ai eu Gernot Rohr à plusieurs reprises au téléphone qui me disait que la fédération ni le gouvernement ne se mêlent pas des affaires du football au Nigeria. Il a presque une certaine autonomie pour gérer ce football nigérien. Ça, c'est une bonne chose aussi. C'est ça, et d'ailleurs, ça se ressent dans l'entourage de la sélection et de ce qu'elle dégage. Il y a une certaine forme de tranquillité, à savoir qu'il n'y a pas eu de problème relaté de manière publique. Et la sélection a pu travailler. Et quand tu es dans une logique de travail, ça se ressent dans ta performance. On voit qu'il y a une constance jusqu'en demi-finale de CAN. Et ça, c'est très encourageant pourvu que ça continue ainsi. Et messieurs, nous allons jeter encore un coup d'œil sur justement ce tableau avec la finale de la 3e place prévue ce soir et que nous allons commenter dans notre édition de ce jeudi. Donc Tunisie-Nigeria à 21h, 19h GMT. Maintenant, interview après l'élimination du Cameroun. Le président de la FECAFOOT a décidé de réagir. M. Sédou Bambodjouya a accordé une longue interview au service presse de la FECAFOOT et nous avons recueilli un extrait pour vous. Écoutez et regardez. Je voudrais d'abord, avant toute chose, réitérer le réconfort que je leur ai déjà adressé après cette sortie prématurée. Ils ont donné une belle image quand même parce qu'il faut reconnaître qu'ils avaient un jeu séduisant. Tout le monde s'accorde à dire que Cameroun-Nigeria restera certainement le meilleur match de cette compétition. Ça voudrait dire que la qualité y était des deux côtés, surtout du côté camerounais, parce que tout le monde s'accorde aussi à dire que le Cameroun ne méritait pas de perdre parce qu'elle a montré du jeu. Donc ça renforce encore ces regrets que nous avons, mais ça fait partie du jeu. Vous avez vu, il y a un phénomène que personne n'a observé. Nous marquons 2 buts en 3 minutes. C'est Dieu qui a voulu. Et à la deuxième mi-temps, on encaisse 2 buts en 3 minutes. Ça, c'est le destin, c'est comme ça, c'est écrit. C'est comme ça, je viens d'échanger avec mon collègue du Nigeria là-dessus. Il m'a dit, vous savez, ça, c'est le bon Dieu, parce que c'est des choses qui arrivent. Et c'est pour ça qu'on aime ce sport, le football, qui est un sport magnifique, qui vous donne des sensations exceptionnelles et qui vous donne envie d'aimer ce sport. Et moi, je l'aime pour ça, pour toutes les sensations qu'il procure. Les joies, les déceptions, ça fait partie du jeu, il faut faire avec. Et moi, je suis conscient de ça. Mais en tant que responsable, je ne peux pas m'en tenir là, comme vous pouvez l'imaginer. Bertrand, vous voulez réagir après les déclarations du président de la FECAFOOT. Dites exactement ce que vous pensez. Hein. Je pense qu'il fait son analyse à lui. Hein. Et moi, en tant que technicien, et je pense que tous les autres techniciens aussi ne seront pas toujours d'accord avec lui. C'est vrai qu'en 3 minutes, on marque 2 buts et derrière, tu en prends 2 buts en presque 3 minutes aussi. Maintenant, le Cameroun n'a pas été séduisant, comme il le dit dans le jeu. Qui est responsable ? Les responsables, on peut toujours en trouver. Hein. Mais ouais. Le principal responsable aujourd'hui, ça sera... Vous qui êtes un observateur privilégié, est-ce que vous voulez mettre des noms sur cette défaite ? Non, moi je citerai déjà l'entraîneur. Je dirais qu'aujourd'hui, quand tu joues un 8e de finale, tu as la chance de marquer 3 buts. À un moment donné, il faut savoir où tu pars. Et les joueurs ont-ils pris leurs responsabilités ? Les joueurs ont pris leurs responsabilités en partie. Parce qu'une défaite, on va toujours citer l'entraîneur, parce que c'est lui qui fait l'équipe. Mais il y a aussi des joueurs. Donc c'est des responsabilités partagées en fait. Maintenant, des joueurs, c'est eux qui sont sur le terrain. Quel que soit ce que l'entraîneur peut faire, c'est eux qui sont sur le terrain. Oui. Elton,
La responsabilité est à mettre sur le dos de qui, selon vous? Eto'o a joué un rôle important aussi. Il a fait un gros travail. C'était le pote de Seedorf aussi. Ou est-ce que vous pensez que ils se sont pas peut-être compris sur certaines choses? C'est très difficile de définir le degré de responsabilité. Alors en même temps, je voudrais, pendant que vous faites des commentaires, la FECAFOOT, par le biais du président, M. Seydou Bamba Diouya, qui a signé donc, le limogeage, justement, le communiqué a été rendu public hier, donc Clarence Seedorf et Patrick Kluivert qui ont donc été limogés. Je vous laisse faire les commentaires, nous allons voir les images des entraîneurs. Donc en ça, ils payent les pots cassés parce que la responsabilité, elle est engagée. Je veux dire par là, quand ils mènent 2-1 face au Nigeria à la mi-temps, et que malgré ça, moi je pense que c'était un résultat qui était un peu trompeur dans la mesure où il y a 2 buts en 3 minutes. Je ne vais pas rejoindre ce que dit le président de la fédération, à savoir qu'il réduit ce qui est du foot à une dimension biblique, c'est-à-dire c'est Dieu qui l'a voulu. Non, ça c'est l'apanage des footballeurs, c'est l'apanage des techniciens. Et en deuxième mi-temps, on voyait bien que le Cameroun avait du mal défensivement. Et Seedorf s'est trompé dans les choix, c'est-à-dire qu'il n'a pas su rééquilibrer son équipe. Il ramène Zambo Anguissa pour solidifier son équipe, et c'est à ce moment-là que le Nigeria prend 2 buts en 3 minutes, que le Cameroun prend 2 buts en 3 minutes. Je ne vais pas dire que c'est la faute de Zambo Anguissa, bien évidemment, mais il y a eu un problème de réorganisation tactique qui a impacté l'équipe et qui l'a conduit vers l'élimination. Oui, alors en même temps, il faut dire, je ne suis pas là pour défendre M. Seydou Bamba Diouya, mais c'est quand même un poste difficile au Cameroun. Diriger le football camerounais, diriger une grande nation du football, c'est pas simple. C'est difficile de diriger une grande nation, c'est pas seulement au Cameroun. Mais après, le président, il fait de son mieux. Je crois que là, maintenant, vous avez dit, il a signé un décret, le limogeage de Seedorf. Il va sûrement faire un bon choix. Je ne dis pas que Seedorf fait un mauvais choix. Mais il va se faire aussi des ennemis en même temps. C'est ça son rôle. Il est obligé de trancher à un moment donné. Mais oui, mais prendre des décisions. S'il ne prend pas de décision parce qu'il va se faire, je sais pas, il va se faire des ennemis, ça ne sert à rien d'être président. Exactement. Alors, il y a Paul Prout qui a été limogé aussi par le président de la fédération donc de football de la Guinée, Mamadou Antonio Souaré, qui a dit dans sa déclaration, dans son communiqué, c'est pour insuffisance de résultats. Le sort d'Hervé Renard à la tête du Maroc est très incertain. Je vous rappelle bien que l'entraîneur du Mexique, pas du Mexique, de l'Égypte, le Mexicain Javier Aguirre, a déjà bouclé sa valise, donc je pense qu'il a dû foncer vers le Mexique déjà, à mon avis, parce que je ne vois pas pourquoi il va traîner là-bas, alors qu'il n'est plus en poste. Fin de la deuxième partie de cette émission, restez avec nous. On revient tout à l'heure pour d'autres beaux sujets sur Africa 24. À tout à l'heure.